Salut Mégane. Salut Pauline. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et de sexualité pour les femmes. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet des violences obstétricales et gynécologiques, aussi dites les VOG. Nous avons eu le plaisir de recevoir à notre micro Naïs du compte Instagram Les Pourquoi de Naïs, sage-femme depuis bientôt 8 ans, future maman et féministe pour en parler. Et elle nous explique ce que c'est les violences gynécologiques, mais aussi comment les éviter. Et si les mentalités doivent encore changer, il y a de l'espoir puisque la parole se libère et que les femmes reprennent aussi le contrôle de leur corps. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Mégane. Salut Pauline. Bonjour Naïs. Bonjour les filles. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Truc de Meuf. Est-ce que déjà Naïs, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Naïs Moté, j'ai 32 ans. Je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans, le temps passe vite. Et je suis actuellement enceinte de mon premier enfant. Félicitations. Ouais, félicitations. C'est important de le préciser. Et voilà. Et on est aussi ici réunis aujourd'hui pour discuter des violences obstétricales. Tout à fait. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? Alors, donc on les appelle les VOG, donc les violences obstétricales et gynécologiques. C'est en fait un ensemble d'actes, de paroles, de comportements qui vont pouvoir être commis par un ou plusieurs professionnels de santé. Donc c'est les professionnels de santé qui gravitent autour de la femme. Donc ça peut être autant les médecins que les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires et j'en passe. Et donc ça va être au moment du suivi gynécologique ou du suivi obstétrical. Donc c'est assez varié parce que du coup une femme elle est suivie on va dire de ses premières règles jusqu'à la ménopause. Donc ça peut être pendant le suivi de grossesse, l'accouchement, les suites de couches, pendant un suivi gynécologique classique, un parcours de PMA s'il y a un parcours d'infertilité, les échographies, enfin voilà, tout ça. Oui, c'est assez large finalement. C'est hyper large. Et surtout, une femme, elle est censée consulter une fois par an pour sa santé féminine. Donc en fait, on consulte plus de 50 fois, je crois, dans une vie, quand on n'a pas de problème. Donc vous imaginez bien que si on a plusieurs enfants ou qu'on a des examens qui reviennent à normaux, du coup ce chiffre il augmente. Et donc les possibilités de subir des violences gynécologiques et obstétricales aussi. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas si tu le sais, qui sont victimes de ces violences ? En fait, le problème, c'est que les violences obstétricales, à proprement parler, on en parle depuis 20 ans, mais ça fait qu'une dizaine d'années, au niveau francophone, que le terme il émerge. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'études, donc on se base surtout sur les témoignages des femmes. Et en fait, il y a des milliers et des milliers de témoignages. Il y a même le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui a demandé un compte-rendu en 2018. Mais ils ont du mal en fait à énumérer exactement combien de femmes sont victimes. Donc en fait, on manque de chiffres et donc de ce fait-là, on pense que c'est une minorité alors qu'en fait, on se rend compte que c'est un système, enfin que c'est systémique quoi, en fait, que ça touche énormément de femmes. Parce que j'imagine qu'en plus, quand tu parles de violence, c'est pas forcément des trucs hyper hardcore où il y a des viols ou des choses comme ça. Ça peut être des petits actes aussi, de la petite violence, entre guillemets, même si la violence n'est pas petite. En fait, ça a été reconnu depuis 2018 comme des actes sexistes. Et en fait, ça peut être, par exemple, le non-respect de la pudeur. Donc, typiquement, quand tu vas chez ton gynéco ou ta sage-femme, le fait de te mettre complètement nu, ça, c'est considéré comme une violence gynécologique. En tant que professionnel, il n'y a aucun intérêt à ce que tu sois complètement nu pour l'examen. D'accord. Donc ça, c'est des habitudes en fait, qui sont ancrées et qui créent de la violence. Le professionnel de santé n'en a pas forcément conscience, mais en fait, la patiente, elle se retrouve dans une position de vulnérabilité extrême parce qu'elle est sur la table, les jambes écartées, sa vulve à la vue de tous. Complètement nue, alors que tu pourrais lui faire garder le t-shirt par exemple pour lui examiner les seins. On devrait recourir les femmes en systématique pour les examiner. Ça nous prend 2 secondes et c'est préserver leur intimité, leur pudeur. Donc ça peut être une violence, mais ça peut aussi être, donc ce qui est connu c'est le non-consentement, c'est-à-dire pour les plus connus, les actes qui sont pratiqués sans consentement, ça va être le toucher vaginal,
et l'épisiotomie. Là, on sait que c'est, je crois, 2 femmes sur 5 au moment de l'accouchement qui subissent une épisiotomie sans consentement. Mais parce qu'on a appris ça à l'école. Moi, j'ai appris à l'école de sage-femme, enfin sur les terrains, tu coupes, tu le dis pas, comme ça elle aura pas peur, et puis ça va passer tout seul, quoi. Ouais. Oui, c'est un peu en fonction de sur qui tu tombes, on te dit ou on te dit pas parce que c'est pour, à la base, sous couvert de te préserver, que t'aies pas peur. C'est ça. En fait, on te demande pas ton avis. Exactement. Enfin, du moins, on t'inculque ça entre pairs, donc toi, tu l'intègres en te disant, bah oui, c'est normal, si je lui dis pas, c'est pour la préserver. Sauf qu'en fait, tu oublies que la loi Kouchner, elle dit que toute patiente doit avoir une information libre, loyale, éclairée, et qu'en fait, tu n'as pas le droit de faire une épisiotomie, surtout qu'en plus, en parlant d'épisiotomie, si on suit les recommandations, on doit le faire qu'en cas d'extrême urgence. Et en fait, on se retrouve à avoir des taux entre certaines structures qui peuvent varier de 60% à 1%, alors qu'on sait que les recommandations sont très strictes sur le sujet. Donc là aussi, non-respect des recommandations, c'est aussi une violence obstétricale. Et d'ailleurs, toi, enfin, quand tu accouches, est-ce que tu peux refuser l'épisiotomie Bien ou sûr. pas? D'accord. En fait, tu peux tout refuser. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on est dans une société patriarcale, où en fait on est dans un système dominant, où il y a le sachant et puis la patiente ou le patient. Et donc tu as l'impression que tu ne peux pas refuser ce que va te dire le soignant parce que toi tu ne sais pas et lui il sait mieux que toi. En fait ça c'est le paternalisme pur et dur, et ça aussi ça rentre dans le système de violence et de domination du système de santé. Et je sais plus où je voulais en venir. Mais qu'en fait, tu as le droit Et de voilà. refuser. Et en fait, non, on ne sait pas mieux que vous. C'est ton corps, c'est tes décisions, et donc tu as le droit de tout refuser. Mais vraiment tout, quoi. Et nous, on est dans l'obligation de tout te demander, et chose qu'on ne fait pas. Oui, qui n'est pas forcément faite systématiquement. Non. Et encore une fois, moi j'ai appris, surtout sur les terrains de stage avec mes pairs, et je me souviens que par exemple, de mettre de l'ocytocine parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de contraction, ben, on branchait l'ocytocine, quoi. On n'allait pas voir la patiente en amont en lui disant voilà, vous contractez pas trop, le col ça bouge pas. On t'explique pas du tout ce qui est en train de se passer En et ce fait, qu'on te fait. je préparais la poche, je la branchais. Là, je vous mets un peu d'ocytocine. Enfin, tu l'imposes. Oui, il n'y avait pas d'explication de je le fais pour ci, pour ça. Et de demander aussi si la patiente est d'accord. Ouais. On part du principe qu'on sait mieux qu'elle. Enfin, c'est vraiment ce qu'on nous inculque, quoi. Donc, il y a tout un schéma de déconstruction à mettre en place. Et je pense que ça doit être fait pendant nos études. Parce que certes les cours sont très importants, mais il y a aussi les terrains de stage. En fait, l'apprentissage il passe par les aînés qui eux aussi ont reçu. En fait, on a hérité d'une médecine patriarcale très sexiste, très tu vois, paternaliste, et ça se répercute de génération en génération de soignants. Oui, sous couvert de c'est la médecine, il faut faire comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, ça veut dire que toi, tu estimes que tu as commis des violences obstétricales? Ouais. Bien sûr. Quand j'ai pris conscience que j'étais maltraitante et que j'avais été maltraitante, ça a été le point de départ de mon combat. Parce qu'en fait, n'importe quel soignant te dira je ne suis pas maltraitant par plaisir. Bien sûr. Mais en fait, même de dire cette phrase-là, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que les violences gynéco-obstétricales, c'est l'addition de 2 types de violences. C'est une violence de genre, parce que du coup, on est dans une société patriarcale, donc nous, les femmes, on subit des violences de genre. On a hérité de cette médecine-là, donc en fait, dans le domaine gynéco-obstétrical, tu es forcément dans un système de domination, et c'est une violence institutionnelle. C'est-à-dire qu'on est en manque d'effectifs, on est en manque de moyens, on est en surcharge de travail. Donc en fait, ça fait qu'on ne peut pas bien prendre en charge nos patientes. Vous avez forcément entendu les sages-femmes qui se plaignent d'avoir 3, 4, 5 patientes en même temps. Oui. En fait, tu ne peux pas ne pas être maltraitante. Et c'est Anna Roy qui le dit et qui l'a redit là dernièrement. On l'est forcément. Mais se cacher sous couvert de ça et de dire c'est le système qui nous pousse à la maltraitance, non.
Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je veux plus bosser à l'hôpital public, parce que je ne veux plus cautionner ça. Et je sais que même avec toute la bonne volonté du monde, je peux pas prendre le temps. Oui, c'est pas possible. C'est impossible. Oui, ce que tu veux dire, que c'est un peu finalement toi et ta chance quand tu arrives à l'hôpital pour accoucher. Moi, par exemple, j'ai eu une très bonne expérience. Je suis tombée sur des sages-femmes et des auxiliaires hyper sympas. Ça s'est très bien passé. Quand je suis arrivée, il y avait personne. C'était en fin de journée, donc il y a eu le temps, ça s'est bien passé. Mais j'ai des copines qui ont eu des expériences qui étaient beaucoup moins sympas, avec un personnel surtout moins sympa. Donc toi, déjà, t'es en panique, t'as mal, tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Et c'est vrai que je suppose quand même que quand tu tombes sur des gens pas cool, ça doit vachement entacher l'expérience de naissance que t'as, qui est un moment unique et que tu revivras peut-être jamais, quoi. Et ça, c'est pas normal, parce que comme tu le dis, la naissance d'un enfant, ça devrait toujours être un miracle. Ça devrait toujours être un moment exceptionnel. Et en fait, tu dois pas être tributaire ni de l'activité, ni de la personnalité du patient le jour J. Tu vois, par exemple, moi, typiquement, qui suis enceinte, j'ai voulu absolument avoir un accompagnement global, c'est-à-dire une femme, une sage-femme, et j'ai choisi d'accoucher en plateau technique pour qu'en fait le jour de mon accouchement, j'appelle ma sage-femme et qu'elle soit là que pour moi. D'accord. Parce que je ne voulais pas être tributaire de l'effectif et de devoir subir ce que tes amis ont pu te rapporter. Parce que c'est une fatalité, c'est une vérité, quoi. Et puis ce qui est pas facile aussi, enfin tout le monde est dans des cas différents, mais c'est quand tu vas voir une sage-femme libérale, quand tu arrives à l'hôpital, elle est pas là non plus, puisque c'est pas la même. Et moi ça, quand j'ai choisi une sage-femme, je savais pas du tout que elle pourrait pas être là. En fait, j'avais pas fait le rapprochement que j'accouchais pas dans son cabinet, mais à l'hôpital, elle fait pas de domicile. Et c'est vrai que c'est des trucs sur lesquels on n'est pas très informé non plus. Bien sûr. Et puis tu sais, tu vas quand même livrer ton intimité. C'est quand même un moment, la naissance, de vulnérabilité. Enfin, tu vas te montrer, comment dire, tu as des attentes, t'attends à ce que la personne en face de toi, elle réponde à tout ça. Qu'elle soit réceptive, un minimum. Complètement. Ouais. En fait, je sais pas, moi je m'imagine pas accoucher avec un ou une inconnue. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Même si j'ai accompagné des milliers de couples que je connaissais pas et que du coup, la relation, tu la mets en place, etc. Mais en fait, comment tu veux faire quand tu cours dans tous les sens, quand tu as des urgences ? Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, alors, encore une fois, ce truc d'accompagnement global, une femme, une sage-femme, c'est très bien. Mais c'est encore un parcours de privilégié. Parce que pour avoir accès à ça, il faut payer. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une certaine partie de la population aisée qui a accès à ça. Et moi, ça, je suis pas d'accord, quoi. Toutes les femmes devraient pouvoir avoir accès à ça, et c'est pas possible. Il faut avoir de l'argent en France pour y accéder. Mais même à un suivi gynéco, quand tu vas voir un gynécologue ou tout ça, on a toutes eu des expériences quand t'es très jeune. Enfin, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs de maltraitance, mais je me projette quand j'avais 14-15 ans, la première fois que tu vas chez ton médecin, c'est pas facile. Et tu disais justement, t'es face à un sachant, toi tu n'oses pas. Moi je suis pas sûre qu'à l'époque j'aurais osé dire non, en fait je me déshabille pas, non je veux pas ça, je veux pas ci, parce que t'es tout jeune, tu sais pas, c'est la première fois et c'est pas facile, quoi. Mais même quand t'es un peu plus âgé, hein, parce que moi je vois par exemple, je pense à mon ancien gynéco, je pensais pas qu'il était maltraitant, et en fait comme tu disais tout à l'heure, t'es sur la table, t'es nu en fait, t'as même pas une petite couverture ou ton t-shirt, et il te met le spéculum, hein, je crois que ça s'appelle, il te demande pas s'il peut y aller, c'est tout ça, et en fait moi je me disais c'est normal en fait, c'est comme ça. Sauf que après, maintenant j'ai une sage-femme pour mes rendez-vous. Et là je me suis dit, en fait la première fois que je suis allée, c'est vous me dites quand je peux y aller, est-ce que là ça va, elle m'a palpé les seins aussi, pareil, vous vous déshabillerez au moment où je le ferai, pas maintenant, pour l'instant on ausculte, et là je me suis dit, mais en fait rien à voir, et du coup c'était maltraitance que j'ai subi avant. Mais vu qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, que la parole elle commence seulement à se libérer vraiment, que là ça commence à faire un peu de bruit et tout, en fait on se dit et pourtant à ce moment-là j'avais 22 ans, hein, donc j'étais pas non plus toute jeune.
je ne suis pas vieille maintenant non plus, j'en ai que 4 de plus. Mais enfin, je veux dire, là maintenant, je me rends compte de la portée des gestes et de, en fait, oui, juste le consentement, est-ce que je peux y aller? Et pareil, avec les réseaux sociaux aussi, on apprend plein de choses et on se rend compte de plein de choses. Et on réfléchit aussi à beaucoup de choses et on est sur l'expérience qu'on a avec les professionnels de santé. Et par exemple, juste le fait de ne pas être obligé de faire un examen physique à chaque fois, juste aller voir son professionnel de santé, de parler par exemple de la contraception et tout, sans forcément faire un examen à chaque fois. Et ça, pour moi, je pensais pas que c'était possible. Je me disais, je vais chez gynéco, examen à chaque fois, alors que t'as pas forcément envie, et voilà. Alors qu'en fait, t'as le droit de dire non, t'as le droit de dire non, j'ai pas envie, je viens pas pour ça. Ouais, tu sais, on est parti du principe qu'à partir du moment où tu franchissais la porte de ton gynéco, de ta sage-femme, ton corps il t'appartenait plus, que le professionnel avait le droit de disposer de ton corps. Mais en fait, on peut très bien te prescrire un contraceptif et ne pas t'examiner. En fait, on n'est pas là juste aussi pour te prescrire quelque chose, on peut être là pour discuter, pour parler sexualité. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pendant longtemps? C'est qu'on a critiqué ton poids alors que t'étais pas venu pour ça. On a critiqué la manière dont t'étais habillée, on a critiqué ta sexualité, ton orientation sexuelle, le fait d'avoir des enfants ou de ne pas vouloir d'enfants. C'est pas le rôle du gynéco. C'est ça, et puis ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Tu ne viens pas consulter pour ça. Ah ouais, donc, non, c'est... Mais ça a dévié, et malheureusement pas seulement pour par exemple les gynécos, parce que moi j'ai des problèmes de santé par exemple, et j'ai consulté une neurochirurgienne qui remplaçait la mienne en fait, et qui a passé la consultation à me parler de mon poids. Mais c'est insupportable. Rien à voir, et c'est ce que je disais à Pauline en fait. C'est la grossophobie. J'avais 25 ans, c'était l'année dernière, je suis sortie en pleurs. Mais oui. Et parce que j'ai rien réussi à dire, alors qu'en fait elle a été clairement maltraitante et qu'elle avait pas à me parler de ça, c'était pas le sujet en fait. Et puis quand t'es face à un professionnel, un gynéco notamment, après t'as deux options, surtout quand t'es jeune, soit tu continues à y aller et c'est un moment très pénible, soit tu finis par arrêter d'y aller et c'est ta santé du coup que tu mets en danger parce que t'es face à quelqu'un où c'est plus pénible d'y aller que de se dire j'y vais pas et puis tant pis quoi. Je trouve que c'est un moment qui est quand même rendu difficile. Ouais. On a perdu cette transmission de femme à femme où on s'expliquait les choses. On a perdu aussi ces savoirs ancestraux où en fait avant les femmes elles pouvaient faire l'autogynécologie. Maintenant on remet complètement notre corps à un médecin, une sage-femme, alors qu'en fait il y a plein de trucs que tu peux diagnostiquer, tu vois par exemple une mycose, quand t'en as une, deux, trois, tu sais reconnaître, tu peux aller directement à la pharmacie, acheter ton ovule. Enfin moi je suis pour ce truc en pouvoir, il faut que les femmes pareil, on s'est rendu compte que la palpation des seins, les femmes étaient plus à même de trouver une tumeur que nous. Donc en fait, c'est mieux que tu te palpes les seins sous la douche tous les mois plutôt que ton professionnel te palpe une fois par an, tu vois. Oui, c'est pas oublier qu'en fait tu connais mieux ton corps que le médecin et si toi tu sens que quelque chose ne va pas, il faut insister et il faut y aller quoi. Complètement. J'ai l'impression qu'on s'est trop remis, nous on sait rien, eux ils savent tout, c'est ce truc hyper infantilisant. On n'ose rien dire, tu vois, il y a tout ce truc avec la contraception naturelle. Si tu as le malheur de dire à un gynéco, moi je veux faire de la symptothermie, on t'envoie chier en disant que c'est le buzz des réseaux, que maintenant les femmes elles veulent plus de contraception hormonale. Non, elles n'en veulent plus, non. Oui, mais en fait, ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'avec la pilule on n'a pas de libido, qu'on a des sécheresses vaginales, que psychologiquement ça va pas, qu'on prend du poids. Ça fait 10 ans que vous niez nos ressentis. Donc en fait, oui, là vous êtes en train de vous prendre le retour de bâton, les femmes elles sont en train de reprendre le pouvoir, elles ont plus envie de ça, désolée mais c'est comme ça. Et est-ce que tu trouves que les hommes qui travaillent justement, les gynécos, sages-femmes, ont plus tendance à être violents que les femmes ou c'est pareil parce que c'est dû vraiment à à la formation que vous avez reçue? Non, alors on voudrait croire que les femmes sont moins violentes, on va dire, que les hommes, mais en fait la misogynie elle est intégrée autant chez les femmes que chez les hommes, et même encore plus parce que dans une société patriarcale, quand tu es une femme et que tu appartiens à l'élite, typiquement les médecins, elles vont, pour prendre leur place, vouloir en faire autant, voire pire, et pour être l'égale de l'homme, elles vont faire exactement comme eux, et elles vont vraiment intégrer ça, ces systèmes de domination, une misogynie, et donc parfois elles sont même pires. D'accord. Moi j'avais eu justement ce retour un peu, quand tu iras voir un gynéco ou quoi, peut-être prends plutôt un homme parce qu'ils savent pas comment, si ça fait mal, etc. Donc ils sont un peu plus doux.
Mais en fait, quand j'en parlais avec mes copines, non, c'est pour tout le monde pareil. Et comme on disait tout à l'heure, finalement, ton rendez-vous chez gynéco, ta sage-femme, c'est toujours un peu une angoisse de dire... c'est toi et ta chance, quoi. Est-ce que tu tombes sur quelqu'un de sympa ou pas? Après, moi, je suis ni pro-gynéco, ni anti-gynéco, ni pro-sage-femme, anti-sage-femme. Mais je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui différencie nos études qui font que je trouve quand même que chez les sages-femmes, il y a une empathie, il y a une approche du consentement qui est quand même différente de la médecine et des médecins. Ouais. Et je sais que là, par exemple, Je suis une sorcière sur Instagram, elle a fait une étude justement sur les violences gynécologiques. Et donc dans son étude, elle pose bien la question, avez-vous subi des violences? Et elle demande chez la sage-femme ou chez le médecin. Et on voit des variations qui sont quand même assez importantes, typiquement avec le fait de se retrouver toute nue. Je crois que chez le gynéco, on est à 40 et quelques pourcents, et chez la sage-femme à 4%. Ah oui. Donc c'est des variations. Mais il y a quand même une grosse différence. Ouais. Et je sais que nous, par exemple, sur les terrains de stage, entre pairs, entre sages-femmes, il y avait vachement ce truc de tu demandes à voir la patiente. Là, je me souviens même d'une sage-femme qui m'avait tapé la main quand j'avais posé ma main sur le ventre en me disant tu lui as demandé si tu pouvais toucher son ventre avant de poser la main. Donc il y avait vachement ce truc de consentement. Après, les sages-femmes, 90% de femmes, c'est un métier de femmes qui s'occupe de femmes. Donc je sais pas si ça joue. Et ouais, je me pose la question. Mais peut-être que ça a un lien, parce que tu es plus bienveillant envers une autre femme, tu comprends mieux aussi quelles sont les problématiques. Ouais, puis il y a aussi le fait que hiérarchiquement, les médecins ils sont au-dessus de nous et tu sens c'est inexplicable, mais ce poids-là, il y a eux et puis il y a nous, quoi. Oui, il y a quand même une distance quand même qui est là, quoi. Ouais, tu sais, après, quand on prend l'histoire des sages-femmes, des infirmières, etc., on était avant les sorcières, quoi. On s'est fait exterminer au Moyen-Âge, on avait le savoir ancestral des plantes, etc., etc. Et vers le 17-18e siècle, en fait, les hommes ont pris main prise sur la médecine. Nous, les femmes, on a été mis complètement de côté alors on assistait les femmes pour les naissances, etc. Enfin, c'était ça a toujours été comme ça. Entre femmes. Ouais. Et en fait, ils ont mis la main mise là-dessus et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir les femmes allongées sur le dos, complètement passives, alors qu'avant, ça se passait chaleureusement dans des maisons, t'étais entourée. C'était beaucoup plus physiologique aussi pour les naissances, quoi. Alors que là, on parlait tout à l'heure justement des épisiotomies et tout, et même des déchirures. Maintenant, pas forcément, mais quand t'accouches sur le dos, t'as beaucoup plus de chances d'avoir une déchirure que si t'es dans une position physiologique, quoi. Complètement. Et ça, tout le monde le sait, mais je sais pas pourquoi ça continue de fonctionner comme ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai accouché sur le dos, par exemple, parce que j'avais une péridurale. Ouais. Donc, parce que j'avais émis le souhait d'accoucher autrement, mais ça n'a pas été possible, du coup, parce que j'étais branchée de partout, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. C'est que plus de 80% des femmes accouchent sous péridurale en France. Maintenant, ça va un peu mieux, mais en fait, avant, les péris, elles étaient tellement plombées que les femmes, on n'arrivait pas à les déplacer, mais ne serait-ce que les mettre sur le côté. Donc, en fait, elles étaient sur le dos, les jambes dans les étriers pour pouvoir relever. En fait, ça, c'est une position qui nous avantage, nous, mais pas vous. Oui. Quand tu as vu une femme enfanter en puissance de manière complètement physiologique, donc sans péri, jamais elle se mettra sur le dos. C'est un non-sens. Elle va se verticaliser, elle va se mettre debout, elle va s'accroupir, mais elle va pas s'allonger sur le dos pour que son bassin puisse partir en arrière et que ça laisse plus de place. Forcément, elle va se verticaliser. Donc ça, c'est vraiment propre de la péri, qui en soi est quelque chose de très bien, mais faut pas se leurrer, ça a été mis en place aussi pour les soignants, pour que les femmes soient plus dociles, qu'elles fassent moins de bruit, et surtout pour qu'on puisse vous laisser pendant des heures comme ça, sans que vous ayez besoin d'appeler. En fait, c'est ça, c'est que dans les grosses structures où il y a 5000 naissances par an, on vous met le monitoring, du coup on vous met en continu. Ça vous dérange pas, jamais tu mettras une femme sous monitoring en continu si elle n'a pas la péri. Elle va l'enlever, elle va... Et en fait, ce système pousse à l'hypermédicalisation et donc à la cascade d'intervention, typiquement l'épisiotomie. Et tu penses que si les accouchements étaient moins médicalisés, il y aurait peut-être moins de violence aussi ?
En tout cas, si je peux parler de mon expérience personnelle, quand je suis partie en Guyane pendant 3 ans, là-bas, le taux de péri, il est à moins de 10%, je pense. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas examiner mes patientes là-bas comme j'ai examiné les patientes en métropole, dans le sens où en fait, j'avais toujours examiné des patientes sous péri, donc en fait, qui sentent pas trop. Donc en fait, tu peux faire des touchés hyper profonds. Mais en fait, une femme qui accouche sans péri, elle est super douloureuse. Elle supporte pas d'être sur le dos. Quand tu mets les capteurs, il faut les mettre tout doucement. Elle va pas supporter plus de 10 minutes les capteurs, elle va les enlever. Enfin, j'ai eu l'impression de devoir tout réapprendre. Donc oui, honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas la péri, il n'y aurait pas toute cette hypermédicalisation, il y aurait moins de violence. Et du coup, tu disais que toi, tu as pu être violente parce que dans le système aussi dans lequel tu es à l'hôpital public, c'est difficile de faire autrement parce que tu n'as pas le temps. Mais pour les professionnels de santé qui sont en cabinet, comment on peut justifier qu'il y ait aussi cette violence-là alors qu'eux, ils te reçoivent un par un, ils ont le temps? Est-ce que c'est juste parce qu'on leur apprend à faire comme ça? Ou est-ce que... pourquoi tu choisis ce métier-là si tu n'es pas un peu à l'écoute des gens avec qui tu travailles? C'est une bonne question. Je pense que toutes les professions libérales, il y a ce facteur rentabilité quand même qui rentre en compte. Pour que ça tourne, il faut qu'ils aient tant de patientes par jour. Si c'est 20, c'est quand même c'est un rythme qui est quand même assez soutenu. Donc ça, je pense que ça aide pas. Enfin, j'arrive pas à concevoir quand tu as une patiente qui vient pour la première fois, tu la connais pas du tout, comment tu peux en un quart d'heure, voire 20 minutes, boucler une consultation. Il faut que tu l'interroges, que tu lui poses un minimum de questions. Elle est censée aussi avoir des questions auxquelles tu peux répondre. Tu es censé faire un examen pas expéditif, c'est-à-dire dans la douceur, la bienveillance, expliquer. Et en fait, ça, c'est pas fait. Mais c'est impossible en 20 minutes. C'est ça. Et puis je pense qu'il y a on en revient toujours pareil, des habitudes ancrées, des automatismes qui font qu'ils n'ont même pas conscience. Pour eux, c'est hop, à poil, comme ça, c'est plus facile, je fais tout mon truc. C'est sûr que enlevez le haut, remettez le haut, enlevez le bas. Bah oui, ça prend plus de temps, enfin on parle de 10 secondes. Mais en fait... oui, sur toute ta journée, en fait... ouais, mais en fait, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour ta patiente. C'est ça. Et en fait, c'est comme ça pour tout. C'est sûr que mettre du gel sur le spéculum, puis dire... Enfin, oui, ça va te prendre 3 secondes en plus, mais en fait, il faut le faire. C'est juste... c'est ça la norme, quoi. Donc, je pense que... qui plus est, ils sont tout seuls dans leur cabinet, ça fait genre 20 ans qu'ils font ça. Et en fait, là, ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas, non, mais moi... je suis là pour la soigner, je veux que son bien, qu'est-ce qui se passe là sur les réseaux, elles se plaignent toutes, elles veulent changer ma pratique, alors que moi je pense que je suis excellent praticien. Bah non. Et en fait, il y a 0 remise en question. J'ai toujours fait comme ça, on m'a toujours appris comme ça a toujours fonctionné. En plus, moi je suis tout en haut, donc elle va pas m'apprendre mon métier. Et ça, ouais, c'est compliqué, tu vois, à changer. Et d'ailleurs, si jamais on est victime de violence, quelle que soit l'échelle, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce que la loi prévoit des choses pour ça? Parce que souvent, on a un peu l'impression, voilà, bon, bah, j'ai eu une mauvaise expérience, bah, tant pis pour moi, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est perturbant parce qu'en fait, on a toutes eu des mauvaises expériences et en fait, on sort du cabinet et on se dit qu'on n'y retournera plus dans ce cabinet-là. On en parle aux copines, mais en fait, on fait rien de plus. Et donc, en fait, ce praticien ou cette praticienne, elle va continuer impunément des actes. Ouais. Après, le problème en France, et la justice française, c'est typiquement comme pour les viols, c'est-à-dire qu'on porte plainte, mais il y a 0,6% des plaintes qui partent au pénal et avec des condamnations. Donc oui, on peut aller porter plainte à la gendarmerie, à la police. On peut aussi faire remonter les plaintes au Conseil de l'ordre, des médecins, au Conseil de l'ordre des gynécos. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand on voit avec l'affaire Daraï, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Ouais, et pourtant, il y a un sacré paquet de... Ah oui, là, on parle de 120, 130 femmes qui l'accusent de viol. Mais il y a un corporatisme qui est tel qu'en fait, ils se protègent entre eux.
C'est ça qui est fou, c'est qu'ils se protègent entre eux, quoi. Ah oui. C'est un peu comme un château de cartes. J'imagine que si ça commence à tomber, après, ça peut tomber plus bas, etc. Je sais pas, moi, demain, j'ai 120 femmes qui portent plainte contre moi. Déjà, j'arrête d'exercer, tellement je suis dévastée. Et en plus de ça, mais je me remets en question. Je me dis, là, Naïs, t'as vraiment merdé. J'essaye de comprendre. Je me mets... Elles ont raison. Tu vois ce que je veux dire ? Eux, c'est l'inverse. C'est impossible. C'est le patriarcat, comme tu disais. Ouais, elles en font des caisses, elles montent, c'est ça. Elles sont folles, c'est des hystériques. Elles sont nombreuses à être hystériques. Je ne sais pas, et tu te dis, non mais, à quel moment tu ouvres les yeux ? Et en fait, non. Et là, je voyais ce matin sur les réseaux, il y a eu un congrès Infogine en octobre. Et en fait, ils sont encore venus pour défendre Daraï, quoi. En disant, et la présomption d'innocence, ça c'est le truc. On sait que typiquement dans les viols, le pourcentage de femmes qui mentent, c'est inférieur à 5%. Donc ça veut dire qu'il y a 95% de femmes qui disent la vérité. Mais non, la présomption d'innocence va toujours se baser sur les 5%. Et c'est pareil pour les agresseurs. Pourquoi on se place directement du côté de l'agresseur ? Oui, c'est incroyable. Et ne pas se placer du côté de la victime ? C'est incompréhensible. Oui, la remise, c'est tout le temps remise en cause la parole des victimes, c'est tout le temps comme ça. Hein. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que en fait, c'est le système qui est comme ça. Oui, mais c'est fait complètement à l'envers finalement. Ouais. On minimise tout le temps l'agresseur. Enfin, je sais pas, moi j'ai une copine qui vient, qui me dit je me suis fait violer. Je la crois. Je vais pas remettre en question sa parole. Je comprends pas pourquoi dans notre société on en est arrivé à ce stade-là. Où on met l'agresseur ou le présumé agresseur sur un piédestal et la victime, quel intérêt on a d'aller mentir sur ça, quoi. Ouais. Quand tu sais que double peine, parce qu'il va falloir subir des examens, raconter à un gendarme, 2 gendarmes, 3 gendarmes, ne pas être pris au sérieux, il y a des refus de plainte, passer devant une commission, devoir t'expliquer devant d'autres médecins, conseils, machin, mais en fait c'est une horreur. Donc déjà celles qui ont le courage de porter plainte, pourquoi on dit pour la notoriété, non mais de quelle notoriété on parle, quoi. Il n'y a que des désavantages, donc oui, donc quand t'as juste entre guillemets été mal reçu par ton gynéco et qui t'a pas demandé est-ce que je peux vous toucher madame, tu te dis bon bah c'est bon, je vais aller ailleurs, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a, je sais pas si vous connaissez Martin Winkler, c'est un médecin généraliste, mais en fait qui a beaucoup bossé dans les centres de planification, qui a beaucoup lutté justement sur les violences gynéco-obstétricales. Et en fait, lui, il dit qu'on ne paye pas pour être violenté, et que donc si un médecin, lors d'une consultation, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal, vous partez sans payer. Alors pareil, c'est facile à dire, bien sûr. Mais moi-même, en tant que professionnelle de santé, quand je suis face à un autre professionnel de santé, qui plus est s'il est médecin, c'est dur, putain, c'est dur, ouais. Quoi. Il y a vraiment ce truc, tu te sens immédiatement en infériorité. Alors que pourtant, moi, le savoir et les connaissances, je les ai, mais je sais pas. Oui, quand tu es de l'autre côté, c'est différent. Ouais, dans une relation inégalitaire. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que déjà, on peut partir à n'importe quel moment, comme tu le disais, et on peut dire non et refuser tous les actes. Pour les personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça, ou même pour une première expérience ou autre, quand on va chez la sage-femme, chez le gynéco, on peut dire non et on peut partir. Et il faut pas avoir peur de se dire, je trouverai un autre médecin, tant pis, mais je prends pas le risque de vivre une expérience qui est désagréable ou traumatisante. Oui. Je trouverai quelqu'un d'autre qui s'occupera bien de moi. C'est ça peut-être le plus important à dire, quoi. Et surtout de ne pas oublier qu'on est la personne qui connaît le mieux notre corps. Donc même si le médecin nous dit non et que nous c'est si, il faut partir et aller voir quelqu'un d'autre qui sera plus à l'écoute, quoi. Il y a de plus en plus de listes de gynéco, de sage-femme safe. Il y a gynéco, Gyn&Co WordPress. On mettra les liens. Il y a les clés de Vénus. Et donc en fonction de la ville dans laquelle tu vis, tu peux retrouver, donc souvent c'est des gynécos ou sages-femmes féministes, LGBTQIA+, friendly, voilà. Et alors malheureusement on arrive à ce stade-là où il faut avoir une liste de praticiens bienveillants et bienveillantes.
Mais je pense que pour se préserver, il vaut mieux jeter un coup d'œil. Ouais, et puis c'est peut-être aussi ça qui fera changer les mentalités. Si les médecins qui pratiquent et qui sont maltraitants perdent de la patientèle, peut-être que ça va être l'occasion de se dire peut-être que enfin il faudrait changer la manière dont on est éduqué, la manière dont on voit les choses et dont on travaille. Ouais. Après, ce qui est dingue, c'est que souvent les praticiens violents, ils sont connus de tous et ils continuent d'avoir des patientèles énormes. Donc, t'aurais tendance à te dire, en fait, ils vont arriver à un stade où ils auront plus de patients, personne ne va venir les voir. Et en fait, ils ont toujours de la patientèle. Ils ont toujours de la patientèle parce qu'il y a tellement un manque de gynéco et de sages-femmes. Il y a une telle demande, surtout dans les grandes villes, qu'en fait, la punité, elle perdure comme ça pendant des années. C'est terrible. Ouais. C'est un peu déprimant. Oui. Non, après, comme tu le disais justement tout à l'heure, moi j'ai toujours été suivie par des gynécos parce que je suis allée chez le gynéco de ma mère. Et puis après, quand j'ai commencé mes études de sage-femme, du coup, sage-femme power, je suis allée voir une sage-femme. Et ça a tout changé dans mon suivi gynéco. Donc il faut rappeler que les sages-femmes, elles suivent les femmes qui sont en bonne santé. Et en fait, on est toutes, jusqu'à preuve du contraire, en bonne santé. Donc les gynécos, leur spécialité, c'est la pathologie. Donc n'hésitez pas à aller voir des sages-femmes pour vos suivis gynéco. Et pas hésiter à voir plusieurs praticiens, essayer plusieurs choses. Et puis, si ça fonctionne pas, il y a aussi des gynécos qui sont très bien, il y a des sages-femmes qui sont aussi malveillantes, enfin ça va dans les deux sens. Mais en tout cas, ne restez pas avec un praticien ou une praticienne qui ne vous convient pas. Ça, c'est sûr. C'est ça. Et je trouve que c'est bien du coup que tu redises que les sages-femmes du coup peuvent aussi faire le suivi gynéco s'il n'y a pas de pathologie. Parce que justement, moi je les suis il n'y a pas hyper longtemps. Parce que je suis une sage-femme, je pense que tu connais la sage-femme sur les réseaux. Et en fait, c'est via son compte que j'avais découvert que du coup on pouvait être suivi par une sage-femme quand il n'y avait pas de grossesse ou quand il n'y avait pas de pathologie. Et clairement, comme je disais au début de l'épisode, ça a tout changé sur mon suivi gynéco, quoi. Et ça, je sais pas pourquoi, on n'est pas au courant en fait. Parce que tu associes sage-femme à grossesse. Moi, je suis suivie par une sage-femme maintenant parce que j'ai eu un enfant, donc je suis allée voir une sage-femme pour ça. Mais sinon, je pense pas que j'y aurais pensé non plus, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse communication par nos instances, le gouvernement, je sais pas pourquoi. Après, c'est récent, on peut faire le suivi gynéco depuis 2009. Oui, c'est pas hyper vieux non plus, mais bon, quand même, ça fait plus de 10 ans maintenant quand même. Il serait temps d'avoir l'info. Donc on vous passe l'info, voilà. Et puis surtout que voilà, on est en bonne santé, donc je trouve ça important de valoriser les sages-femmes et de dire, tu n'es pas obligé d'aller voir un médecin pour qui la spécialité c'est la pathologie. Et puis ce qui est bien aussi, je trouve, avec les sages-femmes, c'est que on a dans notre formation, on apprend à parler du cycle. On n'est pas juste axé sur le côté dépistage, etc. On peut parler sexualité, on peut parler... c'est tellement varié. Il y a des sages-femmes qui se forment de plus en plus à l'autogynécologie, où elles t'apprennent à poser toi-même ton spéculum, à regarder ton col, à palper tes seins. Donc c'est des consultations qui vont durer souvent 50 minutes, 1 heure, que tu payes un petit peu plus cher. Mais du coup, c'est toi qui fais tout toi-même. Alors ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Mais t'as le choix au moins. Mais en fait, t'as le choix. T'as le choix et ça, c'est important. Ouais. Mais après aussi, je trouve le fait d'aller voir des sages-femmes, après, je sais pas si c'est que la mienne, mais en tout cas... elle a pris vraiment le temps, elle prend vraiment le temps de discuter, et c'est peut-être pas fort, je vois, mon gynéco, c'était vraiment à la chaîne en fait, il y a pas d'humanité, il y a rien, tu es là, tu te déshabilles, allez hop, c'est bon, ok, je vous ai pris ça, vous avez besoin de quoi, rien, au revoir, à la prochaine fois, quoi. Alors que la sage-femme, rien à voir, il y avait beaucoup plus d'humanité, on a pris beaucoup plus de temps. Et comme tu disais, de parler du cycle, de la sexualité et tout. Et c'est hyper important de se sentir écouté, je trouve. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut se poser des questions et que on va en parler entre copines, mais c'est pas des professionnels de santé, donc on va partager notre expérience. Mais c'est pas forcément des conseils que tu peux mettre en œuvre qui vont pas forcément te correspondre non plus, alors que ton professionnel de santé peut aussi peut-être adapter toi à ta situation. Je vous conseille de faire ci, de faire ça, etc. Et pas forcément non plus te dire, par exemple comme mon gynéco,
on l'embrassera pas bien sûr, mais vous faites ci, On vous le mettra faites pas sur ça, la liste, c'est là. vous faites ci, vous faites ça, et voilà quoi. En tout cas, moi la mienne, elle, je l'embrasse par contre, qui est bienveillante et à l'écoute, qui te dit, je vous conseille ça, et pas faites ci, faites ça, Oui. en fait. Donc, ouais. En fait, tu as dit le mot juste, c'est humanité. On a perdu en humanité dans la relation soignant-soigné. Notre rôle, au-delà de soigner, de prescrire, c'est d'écouter. Tu vois, d'accueillir la parole et de laisser un espace où en fait ta patiente elle peut te dire typiquement qu'elle a été victime de violence, en fait si tu rentres dans un cabinet et que tu sens que le professionnel il est pressé, qu'il te parle mal, qu'il te regarde pas dans les yeux, en gros que pour lui t'es une vulve, un vagin et des seins sur pattes, en fait on nous sexualise et on nous déshumanise. C'est ça. Et t'as beaucoup plus de mal à te livrer du coup, par Mais exemple bien quand sûr. tu dis on peut justement parler à son professionnel de santé de j'ai été victime de violence, de viol, etc. Enfin, de tout ce genre de choses où je me pose des questions, est-ce que je suis victime de violence ou pas. En fait quand t'as quelqu'un en face de toi qui prend pas le temps de t'écouter, qui te regarde pas, qui te juge, ouais, qui même. te juge en fait, Ouais. ouais, ou qui a pas le temps quoi, tu te dis en fait laisse tomber quoi. Enfin, Mais bien sûr. c'est pas grave, j'en parlerai à Bien sûr. quelqu'un d'autre, ou peut-être la prochaine fois il aura peut-être le temps. Ouais. Et la prochaine fois, il n'a pas le temps non plus, quoi. Donc, Sauf que c'est tellement important de poser cette question-là. Est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie ? Vu que les femmes sont censées venir nous voir une fois par an, on rappelle que c'est pas obligatoire, ça veut dire que tu as cet espace-là pour poser la question et elle a cet espace-là pour te répondre. Peut-être qu'elle te dira non et qu'en fait elle va dormir dessus et que la prochaine fois elle osera t'en parler, que toi tu vas pouvoir mettre en place des choses. Ça devrait être obligatoire, ça se fait pas. Il y a un gros tabou autour de tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait 20 ans que le terme violence obstétricale est apparu et qu'on en est toujours là. C'est parce qu'en fait tout ce qui touche à la femme, à son corps, à sa sexualité, à sa capacité à enfanter, c'est mis dans une espèce de socle de verre là, et c'est très compliqué d'en sortir. Donc il faut absolument qu'on libère la parole et c'est ce qui est en train de se passer, c'est merveilleux. Et ça va nous permettre d'évoluer nous dans nos pratiques et de nous améliorer encore et encore. Tout ça au service des femmes en fait finalement. Oui, puisque c'est ça le C'est but ça, le à la but. base. Ouais, complètement. Alors mon compte Instagram, je l'ai ouvert il y a 2 ans maintenant, après un accident de ski qui m'a un peu cloîtrée au lit. Et en fait à la base c'était pour faire de la vulgarisation médicale, au même titre que mes collègues Charline Sage-Femme ou La Sage-Femme que vous devez connaître, ce sont des gros comptes de Sage-Femme. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle le faisait déjà très bien et que moi, vu que je suis féministe et militante, j'avais vraiment besoin d'endosser ce rôle un peu de porte-parole. Et le sujet des violences gynéco-obstétricales, c'est vraiment un sujet, je ne veux pas dire qu'il me passionne parce que c'est à la fois terrible, mais j'ai tellement envie qu'on sorte de ça. Et j'ai l'impression que le chemin est encore tellement long. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est un vecteur de lutte qui est énorme. Et je suis dans l'obligation, de me saisir de ça. Donc voilà, c'est pas toujours joyeux ce que je poste parce que du coup forcément on parle de violence et de temps en temps je donne un peu de contenu quand même de vulgarisation, mais voilà, je m'axe vraiment sur la lutte parce que c'est ce qui à l'heure actuelle est le plus important pour moi et donc voilà. Je trouve que ça reste quand même malgré tout super intéressant. Je trouve d'être au courant un peu. Bon, après, on s'y intéresse ou pas, mais je trouve que voilà, en tant que femme, c'est bien d'avoir conscience aussi de ce qui se passe et de comment ça peut se passer quand on a des rendez-vous au gynéco, par exemple. Et donc, du coup, même si c'est un peu horrible, des fois, voilà, les chiffres, de comment ça se passe et tout, je trouve que c'est vachement important de pouvoir se rendre compte des choses et de voir ça sur les réseaux, quoi. Ouais, et puis je me dis, peut-être venant d'un professionnel de santé qui a une portée admet que ça différente existe, aussi. ouais, je me dis, je vais peut-être avoir du poids parce que toutes les femmes qui témoignent, j'ai l'impression qu'on les entend pas. Ouais. Elles auront beau dire, on a tellement, tu sais, par exemple, avec l'endométriose, ça fait des années que les femmes disent, j'ai mal pendant mes règles. Et c'est pas normal, mais on leur dit Et que c'est pas normal, sauf qu'en fait, vu que t'es une femme, faut que tu souffres. C'est ça. Et vu que les règles c'est tabou, on n'en parle pas, la douleur on n'en parle pas.
Et donc en fait, on s'est retrouvés comme ça avec des femmes en errance médicale depuis des années. Et là maintenant, on est en train de dire ah bah oui, bah, c'était l'endométriose. Enfin, fallait peut-être se réveiller avant, les gars, quoi. Et en fait, c'est ça pour tout. Quand t'es une femme dans une société patriarcale, ta voix n'est jamais entendue. Donc oui, moi j'ai envie de lutter et j'ai envie d'utiliser mon statut de professionnelle de santé pour faire porter la voix. C'est terrible d'en arriver là, mais ouais. Et après, le seul truc, là j'ai été un peu vexée dernièrement, j'ai reçu des commentaires en privé comme quoi j'étais anti-médecin, anti-gynéco. Oui, il y en a toujours qui viennent rajouter leur petit grain de sel, qui, je pense, comprennent à l'envers le message. Tu sais, le not all men, les versions not all gynéco, ils sont pas tous méchants, ils sont pas tous... Mais en fait, ça décentre complètement le débat de dire ça. Les violences, elles sont systémiques. Il faut arrêter de penser que c'est une minorité de gynécos complètement déviants. Ouais, et puis tout le monde est concerné par ces violences-là, que tu sois maltraitant ou pas, on est tous concernés. J'ai toujours dit que tu sois maltraitant, que tu sois une sage-femme, un gynéco, mais j'accuserais, je serais contre de la même manière. Moi, je remets en cause un système fait de normes, fait de protocoles qui sont en dysfonction, mais pas une profession en particulier. Bon, il s'avère que là, il s'est passé tellement de trucs au niveau médiatique, et puis les témoignages des femmes sont surtout axés sur les gynécos. Moi, qu'est-ce que j'y peux ? C'est comme ça, c'est des faits. Après, j'aspire à ce qu'il y ait plus d'études et qu'on puisse se baser sur des chiffres, parce que notre société, elle marche aussi comme ça, et que tant que t'as pas de chiffres, et ben... Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Voilà, tu peux rien prouver, et les choses n'avancent pas, quoi. Bah, si déjà la parole se libère, les jeunes générations sont sur les réseaux, on peut espérer quand même que ça va s'améliorer dans les années à venir et qu'il y aura de moins en moins de violence et que ça sera vraiment dénoncé pour que le système puisse changer. On croise les doigts. Ouais, moi je pense que ça va venir des femmes. On l'a vu que dans la dénonciation des violences gynéco-obstétricales, c'est surtout venu de productions militantes féministes, que ce soit littéraire ou cinématographique, plus que des professionnels de santé eux-mêmes. Donc les femmes qui subissent des violences, elles se saisissent du sujet et c'est elles qui l'apportent un peu sur un plateau comme ça. Donc moi je crois trop à ce truc un peu de renversement et elles vont finir par dire non, moi je veux plus ça. Au même titre que ce qui se passe avec la contraception hormonale, où on est en train de dire non, nous on veut une égalité dans la contraception entre les hommes et les femmes. On veut pouvoir avoir le choix, on veut plus les trucs méga dosés ou qui font tant d'effets indésirables. Je sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux les nanas qui déballent comment on appelle ça ? Tu sais, quand t'achètes un médicament, la liste des effets secondaires et tout ça. Mais c'est un truc, ça fait 5 mètres, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, et donc tu te dis, mais en fait, la charge contraceptive, encore une fois, elle est sur nos épaules. Et comme beaucoup de choses, finalement, quand on regarde dans le couple, il y a beaucoup de choses qui sont portées par la femme. Ouais, bien sûr. Mais bon, je pense que c'est ce que tu disais, on se met en position un peu passive parce qu'on laisse aux médecins le soin de s'occuper de notre santé, et là, les femmes reprennent quand même quelque part le contrôle, donc ça va changer forcément. Complètement. Tu vois, avec les naissances, par exemple, pendant très longtemps, on a dit... mais celles qui accouchent sans péri, elles sont folles, quoi. Pourquoi elles veulent faire ça ? Et en fait, là, on est en train de faire une marche arrière, de dire, mais en fait, non, je reprends pouvoir sur mon corps. J'ai décidé que j'accoucherai dans telle position, que je me retrouverai un peu Cro-Magnonne et que, je vais reprendre le lead. Et qu'en fait, c'est hyper empouvoirant, tu vois. Plutôt que de dire, je vais prendre la péri, je vais être allongée sur le dos, je vais pas forcément sentir... etc. Après, là, je suis pas en train de diaboliser la péri, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, je trouve qu'il y en a un retour en arrière, mais qui est hyper intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis du coup, toutes les informations sur ton compte notamment, on va les mettre en barre d'infos pour que les personnes qui ont des questions puissent aussi en savoir davantage. Et du coup, n'oublie pas qu'on a le droit de dire non et on a le droit de s'en aller si ça se passe mal. Exactement. Ouais, tout à fait. Très important. Que personne connaît mieux notre corps que nous-mêmes. Oui. Merci beaucoup. Merci les filles.
Nous espérons que cet épisode vous aura permis de comprendre clairement ce que sont les violences obstétricales et gynécologiques et surtout que grâce aux conseils et informations de Naïs, vous aurez maintenant les clés pour éviter, réagir ou lutter si vous êtes victime de violences. Sachez mesdames que l'on vous croit si vous dites que vous êtes victime de ces violences. Et les liens vers l'Instagram de Naïs mais aussi vers les clés de Vénus sont disponibles dans la description du podcast. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao les meufs!